Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Salut Guillaume. Preview de Conor McGregor contre Dustin Poirier, main event de l'UFC 257, premier pay-per-view de l'année. Et quel pay-per-view sur la Fight Island d'Abu Dhabi. Les deux s'affrontent pour le moment, en tout cas, ce qui a été confirmé par Dana White, c'est que c'est pour la place de contender numéro 1 de la catégorie lightweight, mais on espère, pourquoi pas, une ceinture, parce que c'est vrai que ce combat entre le numéro 2, Dustin Poirier de la catégorie, et le numéro 4, Conor McGregor, revanche d'un combat qui s'était soldé par une victoire par TKO de Conor McGregor en septembre 2014 à l'UFC 178, combat lors duquel il y avait eu un face-off dans la cage, alors que ce n'était même pas le main event, mais le co-main event de la carte. Ce qui est quand même assez rare, mais c'est de toute façon, c'est ça qui est bien, c'est que avec Conor McGregor, depuis la toute première apparition à Boston de Conor McGregor contre Marcus Brimage, où Joe Rogan avait déjà mentionné ce gars-là, faites attention parce qu'il y a quelque chose de spécial qui est en train de se passer, j'ai encore jamais vu ça. Depuis le tout premier combat, sa toute première arrivée, sa toute première entrée dans la cage, de toute façon, il est clair qu'il est spécial en fait. C'est-à-dire que objectivement, c'est-à-dire que quand on dit il est spécial, c'est pas comme les enfants un peu bizarres où pour être poli on dit il est spécial. C'est ça. Il a des facultés un peu spéciales, il est limité. Il est spécial. Mais non, et du coup, voilà, depuis le début, en fait, il se passe quelque chose avec Conor McGregor, et même les haters, je pense, ne peuvent pas le nier. Ouais. Ce qu'il a apporté, qui il est, et il est plus gros que le sport aujourd'hui. Alors, c'est assez bizarre de le dire, parce qu'il est plus gros que le sport, et pourtant, c'est encore l'UFC qui gagne les bras de fer s'il y en a. Mais ça c'est encore un peu plus compliqué, mais en tout cas, il est là. Effectivement, contre Poirier, alors qu'il était 3e combat principal seulement, il y a eu un face-off, c'est-à-dire un face-à-face dans la cage. Et c'était contre Dustin Poirier, ça a duré quoi 2 minutes? Un peu, moi je sais plus. Enfin, en tout cas, pas simple, mais c'était intense. Dustin Poirier à l'époque était numéro 5. Ouais. On a revu le combat là il y a quelques minutes. Ouais. Et Dustin Poirier était numéro 5, 9e pour Conor McGregor quand même, chez les featherweight. Voilà, mais c'était parce que, c'était, et pour les deux, comment dire, ils ont qu'un an de d'écart, les deux, Dustin Poirier et Conor McGregor, et les deux à cette époque-là étaient déjà vus effectivement comme des futurs, comme le futur de la catégorie, de leur catégorie en tout cas, parce que ce qu'on ne savait pas, c'est qu'ils allaient tous les deux augmenter de catégorie, enfin monter de catégorie. Vu comme le futur, un peu comme la sueur, ils sont futurs à 100 G's. Oh, c'est ça? Oui. Ça y est, on part alors. Allez, let's go. Road to 100 G's. Ça s'affiche juste ici avec un hashtag absolument magnifique. Non mais moi il faut aller lentement, tu vois, on parlait de gens un peu spéciaux, les facultés elles sont pas encore là. C'est terrible ce qui va se passer. Ça me rappelle quand j'étais au collège et en gros il y avait un de nos profs de physique qui avait mis son cours, comment dire, il l'avait projeté sur le mur, à un moment donné il a sorti son truc pour essayer d'essuyer ce qu'il avait projeté sur le mur, j'ai un peu l'impression, je m'étais moqué de lui à l'époque. Ah voilà. Enfin, et tu ressens la même chose maintenant. Je ressens pareil, ouais. Bref. Road to 100 G's, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça nous aide énormément et vous le verrez bientôt que, mine de rien, grâce à vous, que de chemin parcouru. Alors mon cher Russ, donc oui, c'est vrai que c'était le futur de la catégorie à l'époque. Les deux avaient quelque chose de spécial, ouais. C'est pour ça que l'UFC avait booké ce combat-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est pour Conor McGregor, donc là, qu'il y a une absence de plus d'1 an, mais il y a, certes, mine de rien, reste une superstar. L'année dernière, lors de son premier combat, donc qui lançait véritablement les gros pay-per-view pour ESPN+, il y a plus d'1 million de personnes qui sont abonnées à ESPN+, grâce à Conor McGregor. Ce qui est incroyable. Exactement, et là, pendant toute son absence, on parlait justement de Conor McGregor n'est pas là parce qu'il n'y a pas de public, il revient à Abu Dhabi sans public, comme quoi, hein, they think I'm posterior, but I'm still the bread. Alors, c'est intraduisible. En français, parce que donc oui, c'est la phrase qu'il a sortie au journaliste Ariel Helwani l'année dernière contre Donald Cerrone. Et en gros, on pourrait le traduire comme il pensait que j'étais cuit, mais je suis toujours à point, ou j'en sais rien. Enfin. Ouais, quelque chose comme ça. Mais en gros, c'est voilà, parce que à l'époque, tout le monde Conor sortait de 2 défaites consécutives. Je suis toujours à point peut-être. Ouais, quelque chose comme ça. Quelque chose comme vous ça. avez saisi, quoi. Et bref, il est revenu victoire en 40 secondes contre Donald Cerrone, et quand même
Et puis ce véritable succès en pay-per-view. Mais c'est vrai que ce que tu m'avais dit tout à l'heure aussi, et que je sais pas si c'est exact, mais je pense qu'il faut qu'on le dise aussi par rapport à, c'est intéressant pour les gens qui s'intéressent aussi certains aux arcanes certains business. ont expliqué ça, donc c'est vraisemblablement pas la raison. Mais en tout cas, c'est intéressant. Ouais. Et c'est ce que tu disais par rapport à ce pourquoi est-ce que Conor, en gros, a été puni de combat en quelque sorte, et pourquoi est-ce qu'on n'a pas voulu qu'il combatte. À la base, on avait théorisé que c'était probablement parce qu'il n'y avait pas de public, et ce qui est aussi très valable, hein. Ouais. Comme il n'y a pas ce qu'on appelle les gates, c'est-à-dire le public qui paye ses places, et comme avec Conor McGregor, tous les prix augmentent, le prix des places aussi, et c'est ce qui fait que, mettons que tu fasses, je sais pas, à Las Vegas, tu fais un stade à je sais pas, à 15 000 places, et tu vas te faire 15 millions ou peut-être 13 millions de Mais il était à plus de 10 $10 millions la billetterie pour Conor McGregor lors du dernier combat. Donc c'était une des raisons pour lesquelles on se disait l'UFC ne veut pas faire combat de McGregor, ils veulent attendre qu'il y ait du public pour faire encore plus d'argent, etc. Et en fait, toi, t'as lu qu'il y a aussi possiblement une autre explication. Et oui, toujours financière. C'est qu'il y a un an, quand Conor McGregor était revenu, il y avait eu un pack Conor McGregor ESPN+, qui permettait en fait aux gens d'acheter le pay-per-view et en même temps, c'était ça. Ils prenaient un an d'ESPN+, et ils avaient un pay-per-view offert. Et bien évidemment, le pay-per-view offert, c'était celui avec Conor McGregor. Et là, un an après, puisque c'était le 18 janvier 2020 que Conor McGregor combattait, c'est la fin de ce pack ESPN+. Donc, ce que fait ESPN, ils augmentent les prix de leur abonnement, ils augmentent les prix du pay-per-view de $5,99, ou $5 tout court, je crois. Et là, maintenant, Conor McGregor revient le 23 janvier 2021. Comme de par hasard. Tiens. Donc voilà, donc c'est vrai que pour le ESPN+, ça tombe aussi à pic. Ça tombe incroyablement bien. Et donc c'est peut-être pour ça aussi, je pense, à mon avis, que l'UFC a dit tu reviens en janvier plutôt que novembre, parce que c'est vrai que Conor McGregor voulait revenir en novembre. Bien maintenant, après cette introduction, on mettra des petits timestamps, parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont intéressées par ce côté business du MMA, d'autres n'en ont rien à faire. Fair enough. Ça, c'est le bruit d'applaudissement, ça? Non, c'est faut qu'on se mette les... Oui, on a investi, les gars. Ça. Donc, et les filles, parce que vous êtes de plus en plus nombreux. C'est ça? Ouais, mais non, mais je dis 5,6% de 51 000. Vu comme ça. Vu comme ça, ça fait un paquet de targets pour Rust. Non. Oh, non, pour Polydome, ça. Oui, parce que, oui. Oui. Allez. Difficile de s'en sortir après, hein. Exactement, c'est compliqué. Bref. Alors, Conor McGregor contre Dustin Poirier. Oui, volume 2. Volume 2. Alors là, on est sur la preview générale? Ouais, on est sur la preview générale. Là, les gens, si vous voyez cette preview, c'est vraiment, écoutez la preview, parce qu'on sait que vous êtes nombreux aussi à nous écouter. On va vous donner potentiellement toutes les clés pour comprendre ce combat-là, et notamment pourquoi nous sommes inquiets pour Dustin Poirier. On va tout couvrir, et on commence par quoi? J'ai presque envie de commencer par le kicking game. En fait, de commencer par peut-être les aspects pas le kicking game. On va commencer par ce que Rust avait dit, qui a été repris. Parce que Rust, le roi Rust. Mon Dieu. Et donc, c'était, Dustin Poirier a tout intérêt à pourrir le combat. Ah oui. Parce qu'on l'a dit à maintes reprises, bien évidemment. Là, c'est vraiment un condensé de tout ce qu'on dit d'habitude. C'est Conor McGregor n'a pas un gas tank illimité. C'est vraiment les 5 premières minutes contre gas lui. Tank, pour ceux qui débarquent peut-être et qui voient pour la première fois, c'est en gros le cardio. C'est pour pouvoir tenir dans la longueur, il faut effectivement avoir un certain cardio, mais c'est un cardio un peu spécifique parce que c'est autant de l'endurance musculaire que effectivement du cardio au niveau du souffle, enfin des capacités cardiovasculaires et tout. Donc c'est vraiment un tout qui fait que tu peux durer dans le combat ou pas. Et McGregor étant un combattant extrêmement explosif, c'est un style, ça a les avantages et les inconvénients, c'est comme tout, mais c'est pas un style qui est effectivement lui permet de durer longtemps. Mais par contre, c'est ce qui fait qu'il a autant de finition en début de combat. Donc, avec Conor McGregor, vous êtes sûr que les 5 premières minutes, c'est un enfer, complètement. Et donc là, Dustin Poirier, Rust avait dit. Intervention encore majuscule de Rust, a tout intérêt à pourrir le combat en début. 2-3 premières rounds pour ensuite dérouler comme il le fait si souvent. Parce que c'est vrai que si vous êtes fan de Dustin Poirier comme nous, vous voyez bien que 2-3 premières rounds, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Et ensuite, là, il déroule et il n'y a plus personne en face. Et contre McGregor, là, il aurait tout intérêt à faire ça. Mais cette fois-ci, pour le coup, à vraiment utiliser le clinch et à nullifier complètement Conor McGregor. Sauf qu'en fait, McGregor, c'est pas aussi facile qu'on croit. Ouais. Et puis surtout, on a regardé pas mal de combats de Dustin Poirier. C'est pas comme s'il avait l'habitude de le faire. Ouais, et puis comme si c'était pour lui quelque chose un petit peu comme
chez les poids lourds, Curtis Blades Ouais. ou Khabib, c'est pas quelque chose sur lequel il peut se reposer en cas de problème et où il est sûr qu'il va placer le takedown, qu'il va mettre le gars au sol et pouvoir entre guillemets se reposer ou nullifier possiblement son explosivité, etc. Parce que en fait, la raison pour laquelle quand on dit pourrir le combat et qu'il faut se rapprocher en tout cas, c'est comment dire, on génère du pouvoir de KO, on génère de la puissance quand il y a de l'espace et quand on est debout, on parle de striking, et c'est le fait effectivement de pouvoir avoir une certaine amplitude de mouvement qui te permet de générer de la puissance. Et en fait, c'est vrai que c'est un peu du sens commun, mais quand t'as pas cet espace-là, donc soit que t'es en clinch contre la cage ou que t'es au sol, que t'as déjà pu tes appuis quand t'es au sol ou que tu n'as pas cet espace-là quand t'es en clinch, et forcément tu réduis énormément les possibilités pour l'adversaire de mettre ce qu'il a l'habitude de mettre, en termes de diversité de coups, etc. Donc c'est vrai qu'il a tout intérêt, Dustin, à vraiment essayer de se rapprocher, quitte à ce que ce ne soit pas beau, quitte à ce que ce soit presque possiblement chiant pour les spectateurs, c'est-à-dire il va le plaquer contre la cage et il va des petits coups de genoux aux côtes, des coups au corps, mais quoique même. Regardez le combat Kamaru Usman contre Jorge Masvidal. C'est exactement. C'est plus simple en fait, effectivement. C'est simplement. C'est pas spectaculaire, mais vous défoncez le gars. Sur la durée. Ouais, parce que du coup, tu petit à petit, tu commences à lui casser un peu les jambes, tu commences à mettre un petit peu des coups aussi dans le cardio, tu le forces à utiliser ses muscles, à les taper dans les lactiques et tout ça, et ce qui fait que forcément au bout d'un moment, t'es moins explosif, c'est-à-dire Exactement. Que si tu utilises tes muscles et que t'es constamment en tension et que tu dois faire des ajustements et utiliser, repousser, machin, en fait, après 3 rounds de ça, mettons que là, Dustin décide de désenclencher, de désengager, à ce moment-là, t'as plus du tout la même, le même pop, t'as plus explosif, la même, t'es plus aussi aiguisé, t'es plus aussi explosif, aussi rapide. Et là, c'est là où effectivement, Dustin peut réenclencher une marche avant, possiblement, et aller chercher ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire une espèce de guerre de travail de sape, une guerre d'attrition, où petit à petit, il va venir enclencher ses combinaisons à 2, 3, 4, 5, 6 coups. Et là, si McGregor n'a plus le répondant physique, là, c'est le combat de Dustin. Exactement. Et ça peut être intéressant. Mais le gros problème, mine de rien, de Dustin Poirier, c'est que généralement, quand il utilise son grappling, ou justement, QL clinch, c'est toujours un petit peu, je vais pas dire un petit peu trop tard, mais quand il en a vraiment besoin. Quand je dis il en a vraiment besoin, c'est qu'il est mis en difficulté debout, ou alors qu'il a besoin de chercher son second souffle ou de se reposer un petit peu. Et contre Conor, il va avoir besoin d'aller chercher ça, finalement, quand il est frais et où je pense lui va se dire c'est là que j'ai toutes mes chances finalement en striking. Et pour l'instant, moi en tout cas, je ne l'ai pas vu, si peut-être que vous l'avez vu, mais en tout cas utiliser ça de manière où il va justement mixer pour créer complètement de l'incertitude et pas juste putain, il faut que j'utilise ça maintenant. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de combattants, on parle de MMA et donc il y a beaucoup de combattants et pour ne pas les nommer, des gars comme Alex Volkanovski ou Yoel Romero. En fait, Yoel Romero de moins en moins en fait au fur et à mesure de sa carrière, mais c'est vrai que Volkanovski c'est l'exemple parfait pour champion featherweight qui est à City Kickboxing et en gros le gym qui a en gros façonné Adesanya et Dan Hooker aussi effectivement et pas mal d'autres, comment il s'appelle, Brad Riddle qui est très bon, et en fait ils sont un peu tous sur le Carré France, c'est ça. Mais en gros voilà, ce sont des gars qui Eugene Berman, le coach de City Kickboxing, leur apporte une science du MMA. Et en plus de ça, quand tu tombes avec des gars comme Alex Volkanovski, qui ils viennent du rugby, mais ils ont cette facilité en fait à vraiment tout mixer en même temps, les mises au sol, le clinch, le striking, ils font ça naturellement, ils vont de l'un à l'autre sans même y réfléchir. Il y a pas ce côté, on est debout, et au bout d'un moment, il se passe un truc qui fait que, il faut aller au sol. C'est une combinaison debout pour aller au sol, pour revenir debout, pour passer en clinch, et tout ça se fait, et c'est organique, en fait. Et, chez Dustin, c'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire que chez Dustin, il y a vraiment ce côté, on sépare les différents stades du combat, qui fait qu'il est assez prévisible, en fait, sur ses mises au sol. Il est assez prévisible quand il va en clinch. Tu le vois venir. Et ce qui fait que il a pas développé une habitude de faire ça. Donc, en fait, j'ai du mal à croire qu'il va le faire contre Conor. Peut-être qu'il s'est entraîné pendant tout son camp d'entraînement à le faire, tu vois, mais vu que c'est pas quelque chose qu'il fait naturellement du tout, je le vois mal pour la première fois contre McGregor vraiment amener ça, en fait. Je vois un peu ça presque comme un risque, tu vois. Et
comme il n'a pas l'habitude. Exactement. Et on va poursuivre sur notre cher Dustin Poirier, où là, finalement, c'est aussi ce côté... Oui. Ouais, juste finir en 2 secondes sur ce qu'on appelle le dirty boxing et pourrir le combat aussi. Oui. Parce qu'en fait, il y a aussi un truc que je pense qu'il faut le mentionner, mais c'est que une autre raison pour laquelle j'ai du mal à voir Dustin réussir à le faire, à pourrir ce combat, c'est que il est presque trop propre pour son propre bien, en fait. C'est-à-dire qu'il est tellement clean comme combattant, maintenant, parce qu'il l'était moins en début de sa carrière, mais maintenant, il est très méthodique, il est très propre dans les techniques, en fait, qu'il a dans sa manière de boxer, même si ses kicks sont un peu unorthodoxes. Mais du coup, le fait de le voir, genre, choper une main derrière la nuque pour mettre un coup, et puis ensuite passer, c'est pas son truc. Non. Même en clinch, de faire des trucs un peu sales, il est trop clean. Il est trop clean pour tout ça. Et bah, du coup, voilà, on a du mal à visualiser Dustin Poirier réussir à surprendre, à salir un peu le combat avec McGregor parce que il a pas l'habitude, il sait pas faire ça encore, j'ai l'impression. Ce point-là étant coché. Maintenant, on va s'intéresser quand même à l'historique. Parce que c'est vrai que là, et notamment pour Dustin Poirier, parce que c'est vrai que ces derniers combats, il y a eu un nouveau Dustin Poirier, il y a aussi eu énormément de progrès à partir du premier combat contre McGregor, mais c'est vrai que Dustin Poirier, il a affronté 2 southpaws extrêmement explosifs dans sa carrière. Wow! Conor McGregor et Michael Johnson. Ouais. À chaque fois, ça s'est terminé très brutalement pour lui, de différentes manières, bien entendu. Mais c'est vrai que c'est là aussi où moi, je suis un petit peu inquiet pour lui. Parce que c'est vrai que les 2 fois, ça s'est mal terminé. Et même aussi, j'ai envie de mettre aussi le combat, c'était bien évidemment pas le même Justin Gaethje, mais tu vois, un peu le mettre dans cette case-là aussi. Parce que, même si aujourd'hui, il est bien plus précis dans ses contres, et puis là, il donne vraiment tout l'étendue de son potentiel depuis son opération de Justin Gaethje. En tout cas, il y a eu ces 2 styles de combattants-là. Il en a plus rencontré depuis, mais à chaque fois, ça s'est mal terminé. Et c'est vrai que ça n'ajoute pas au côté, on peut quand même se dire, ça va bien se passer pour Dustin Poirier. Bien se passer. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que, et c'est bien de le rappeler, le fait que les 2 très explosifs et mecs qui ont l'habitude de mettre KO en un coup qu'il a rencontré, c'est les 2 seules expériences qu'il a eues se sont mal terminées, et là c'est la 3e, mais c'est la seule depuis. Et c'est vrai que, on a du mal effectivement à se dire, parce que donc dans les 2 cas, par exemple contre McGregor, c'est une offensive de McGregor avec parce qu'en plus du coup il a l'habitude de Dustin Poirier de se protéger beaucoup en mettant vraiment ce qu'on appelle un shell, il met une espèce de une petite coquille, ouais, une coquille en fait où il protège, mais surtout la tête. Et un côté reste ouvert. Alors il y a un côté qui reste déjà, les flancs restent ouverts, c'est-à-dire que tout ce qui est travail au corps. Non, on va en parler plus tard. Ouais, on va y venir. Mais en tout cas, c'est vrai que pour ce qui est des KO qu'il a pris contre les southpaws, c'est-à-dire des gauchers en gros, des gens qui mettent en tout cas la jambe droite devant, contre Conor, c'est une offensive qu'il a pris. Donc là, c'est clair, il a pris un jab, de jab, et ensuite Conor est venu avec un crochet, mais en fait, c'est moitié le coude qui a tapé, etc. Parce qu'en fait, en gros, il s'est avancé. Il s'est avancé au moment où Conor avançait également, et du coup, en fait, le coup est passé derrière la tête et il l'a pris flush et il est tombé. Et contre Michael Johnson, c'est lui qui lance l'offensive et il se prend un contre. Et en fait, là, contre McGregor, comment dire, j'ai du mal à me dire que ça va pas revenir, en fait, que ça va pas arriver une nouvelle fois. Parce que le problème, c'est que, sans trop entrer dans les détails pour l'instant, mais Dustin Poirier, c'est quelqu'un qui est très bon pour comprendre le rythme de frappe de ses adversaires, qui est très bon pour comprendre un petit peu le timing des adversaires, à quelle vitesse est-ce que la combinaison de plusieurs coups va venir pour pouvoir la lire. Et maintenant, il est effectivement capable de contrer, c'est-à-dire de faire des retraits de buste un peu à la Max Holloway pour revenir ensuite, etc. En revanche, lorsque c'est quelqu'un qui est ultra rapide sur un seul coup ou 2, il arrive pas en fait. Il est pas suffisamment rapide. C'est-à-dire que Dustin Poirier, c'est un combattant, donc il est très rapide, mais comparé au sniper flash de la catégorie, il les voit pas venir en fait. Il les voit pas venir. Et tous ceux qu'il a affrontés depuis Michael Johnson, ce sont pas des gens qui sont rapides comme éclair, comme peuvent l'être Michael Johnson ou Conor McGregor. Et comme on n'a pas vu depuis d'avancer, en tout cas dans son style, pour potentiellement se prémunir contre des strikers ultra rapides,
j'ai beaucoup de mal à me dire que ça ne réarrivera pas en fait, parce qu'il est ouvert, parce qu'on peut l'ouvrir, parce que sur Conor McGregor c'est fin de jab, même s'il reste bloqué. On a vu par exemple contre Dan Hooker ou contre Gaethje que lorsque il y a entre guillemets que la combinaison elle est un peu travaillée au début de la part de par exemple de Dan Hooker ou de Gaethje, et ben par exemple il peut prendre le crochet gauche, et on rappelle gauche, donc McGregor il prend le crochet gauche à la fin de certaines combinaisons, donc il peut se faire dépasser. Donc ouais, on adore Dustin, mais il y a beaucoup d'éléments qui font que c'est pas son stylistiquement, il est très très défavorisé quand même. Ouais. Et parlons maintenant des déplacements, parce qu'il y avait cette notion de rapidité, et là encore, les déplacements pour moi ça va être une clé, parce que à mon sens, là aussi Dustin Poirier, ce que présente McGregor de ce côté-là, il rencontre pas ça tous les jours et pas souvent. Et j'ai un peu peur là aussi, déplacement kicking game qui se fasse très vite cadrer aussi mine de rien. Et qu'en fait finalement très très rapidement ces déplacements soient limités en fait à avant-arrière. Dustin, ouais. Bah, il a une petite habitude de reculer en ligne droite quand même. Du coup... Et puis surtout que là de toute façon il se fera cadrer par les obliques et puis les spinnings de McGregor. Potentiellement. Ouais, et puis... Et le fameux scorpion kick. Ouais, et puis c'est vrai que même McGregor est bon pour cutter la cage vraiment, par ses déplacements pour réussir à cadrer et piéger ses adversaires. Et en fait, en termes de footwork, il est bon, hein, Poirier, il est vraiment bon. Il arrive à faire des offensives en shift, c'est-à-dire en changeant de garde au milieu d'une combinaison et tout. Et ça peut être intéressant contre McGregor. Mais est-ce que McGregor le laissera faire? Parce que ça marche aussi quand les mecs te laissent de l'espace. Alors quand il laisse de l'espace, je pense que McGregor, il sera toujours. En fait, il va pas reculer, en fait, tu vois. Ou alors il va reculer, mais pour mieux frapper. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, contre Max Holloway, Dustin Poirier, il avait mis en place ses shifts et ça avait surpris Max Holloway et ça passait. C'est-à-dire qu'en fait, Max Holloway, du coup, il faisait un petit pas de retrait avec un retrait de buste parce qu'il s'attendait pas à ce parce que, en fait, lorsque vous shiftez et vous changez de garde au milieu d'une combinaison, en fait, vous pouvez couvrir de la distance beaucoup plus vite et ça, comment dire, c'est beaucoup moins facile à lire et à voir venir pour l'adversaire. Et du coup, Max Holloway qui avait l'habitude de faire un tout petit pas de retrait et puis un retrait du buste pour éviter les combinaisons et des trucs comme ça, là, il se retrouve avec quelqu'un qui avance et qui reste là au contact et donc il prenait pas mal les combinaisons. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant face à un mec qui recule potentiellement. Le problème, c'est que par exemple, on l'a vu contre Eddie Alvarez avec Conor McGregor. Il y a un moment donné où Eddie Alvarez commence à essayer de faire un shift, donc il lance son shift pour cette raison-là, parce qu'il sait que théoriquement McGregor va reculer et donc pour venir le choper. Et sauf qu'en fait, il y a en face un contreur, mais un maître contreur. Un mec il n'a pas besoin de plus d'une demi-seconde pour voir que t'as le menton bien découvert et te cartonner. Et c'est ce qui s'est passé contre Eddie Alvarez. Et pour le coup, là, mouvement de tête, mouvement de buste, Conor McGregor, il est pas mal aussi là-dedans. Et j'ai peur, tu vois, qu'il lance des petits pièges, comme il l'avait fait contre Eddie Alvarez aussi. Ouais, c'est ça, des petites feintes, et c'est vrai que pour le coup, en plus contre quelqu'un comme Dustin Poirier qui travaille beaucoup en volume, c'est pas mal de feinter beaucoup et c'est ce que va faire McGregor pour le faire déclencher des contres ou des attaques et le faire se crever aussi potentiellement, même si par contre au niveau du cardio Dustin Poirier, ça va être très très difficile de le crever. Mais effectivement et du coup oui, même en termes de déplacement et même si de temps en temps Dustin Poirier fait aussi des déplacements latéraux, ce qui peut l'aider à ne pas se faire cadrer par McGregor, c'est pas non plus quelque chose qu'il utilise tout le temps. C'est pas, il en a pas fait la base de son jeu ou quoi que ce soit. Et donc encore une fois, McGregor probablement aura l'avantage même au milieu de la cage où ça va être compliqué, mais en tout cas, soyez rassurés, on essaye vraiment d'être le plus objectif possible et de tout couvrir, mais c'est juste que comme de temps en temps, quand on fait des previews des combattants, il y a certaines choses même si c'est possible, par exemple, comme moi je t'avais dit, de pourrir, de salir le combat, c'est pas quelque chose qu'on a vu. On n'a pas vu ça chez Dustin Poirier. Et là encore, c'est vrai que ce serait assez improbable de la part de Dustin Poirier, surtout McGregor va l'attendre là-dessus. Donc, mine de rien, assez compliqué pour Dustin. Le sol. Parce que le sol, là, on a reçu aussi pas mal de commentaires, pas mal de messages là-dessus. On rebondit aussi avec vos remarques, où justement les gens... je pense on dit justement Dustin Poirier aura l'avantage en lutte face à Conor McGregor. Je pense que moi je pense que Dustin Poirier est un meilleur lutteur que Conor McGregor, mais est-ce suffisant pour mettre Conor McGregor au sol? Rose va vous en parler. Moi personnellement je ne pense pas.
En fait, c'est vrai que de toute façon, Bien aidé par Gilbert Burns, hein, d'ailleurs. Ouais, on va en parler, ça, ça, un c'est petit coup sûr. de téléphone. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que en fait, de toute façon, Dustin s'entraînant à ATT, enfin, American Top Team, et il y a beaucoup de lutteurs. Il y a avant qu'il y ait une Bisbee, il y avait Colby Covington, par exemple, et même de toute façon, c'est les États-Unis. Donc en fait, comme c'est un camp d'entraînement américain, tu peux être sûr que, dans les 50 km à la ronde, il y a je sais pas combien de lutteurs universitaires de très très gros niveau qui peuvent venir aider, et vous pouvez être sûr que l'ATT utilise ce vivier de talent-là. Là, ne serait-ce que Yoel Romero, par exemple. Oui, au hasard. Enfin, voilà. Donc il y a une Après, branche de l'ATT, c'est pas ATT même, hein, c'est Oui. une branche de l'ATT. mais oui, et puis après, c'est vrai que Yoel Romero est peut-être un peu lourd quand même. Oui, non, mais je veux dire, s'entraîner en lutte. je pense Mais- qu'il y a son crew. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Enfin, les lutteurs cubains, etc. En plus, dans ce coin-là, c'est clair, tu vois. Mais même si effectivement il y a beaucoup de lutteurs, il y a beaucoup de comment dire, ils sont connus pour être très très divers et dans les aspects qu'ils travaillent. Mais c'est vrai que on n'a pas vu de la part de Dustin Poirier une vraie. On n'a pas vu qu'il était capable de faire une différence en lutte. Ouais. Ce qu'il veut, c'est striker en fait. Et les moments où il a voulu, il a tenté les takedowns et où il s'est investi dans les takedowns, bah Ça rejoint ce qu'on disait en début de podcast. Hein, où- ouais, ça passe de temps en temps, mais comment dire, face à quelqu'un qui est un peu plus réactif et qui a une bonne takedown défense, ça passe rarement quand même. Mais surtout, c'est qu'il en a besoin, en fait. Enfin, il utilise jamais ça à un moment où tu crées ça pour, Ouais, tu déclenches pour ça pour de surprendre l'incertitude. Ouais, et puis et du coup, c'est vrai que si ces takedowns sont prévisibles, soit t'es comme Curtis Blades et même si c'est prévisible, t'arrives pas à l'arrêter. Bon, là, c'est quand même pratique. C'est vraiment le joker ultime. Mais c'est pas le cas de Dustin. Et en plus de ça, pour effectivement, par rapport à ce que tu disais sur Gilbert Burns, en fait, il a lancé, donc Gilbert Burns qui est un welterweight et qui a, Numéro 1 du classement welterweight. Hein, donc c'est numéro pas 1 n'importe juste qui. derrière le champion, donc, quand même, et qui va combattre Ousmane. Et surtout qui est un prodige du jiu-jitsu brésilien avant d'arriver au MMA. Et en fait, il a lancé aussi une chaîne YouTube, donc big up. Hein. Et en gros, il a fait une vidéo qui a très bien marché et qui était sur la lutte et le grappling de Conor McGregor. Qu'est-ce qu'il en pensait lui en tant qu'expert absolu. Et il disait, mais en fait, au risque d'en choquer peut-être certains, mais de ce que je vois de McGregor. Personnellement, je pense que c'est un enfer. Enfin, il n'utilise pas un terme enfer, mais il dit c'est extrêmement compliqué en fait, au sol de le gérer et de le mettre au sol. C'est-à-dire que, alors, il utilisait le fait que Conor McGregor a une base en striking et particulièrement en kicking. Je me souviens plus s'il vient du karaté ou du taekwondo, mais je sais qu'il a fait les deux et il me semble que c'est taekwondo. Et ce qui fait qu'il a des hanches qui sont très solides en fait. Et du coup, Gilbert Burns disait, mais déjà, premièrement, face à un mec qui a des hanches très solides parce qu'il est habitué à kicker depuis qu'il a sa putain d'enfance, c'est vraiment pas évident à manipuler en fait un gars comme ça. On peut par exemple citer l'exemple de Cro Cop, Mirko Cro Cop. En gros, ceux qui l'ont combattu et qui ont essayé de clincher ou de lutter avec lui disent le mec c'est une pierre en fait, c'est un tronc, tu peux rien faire. Et McGregor déjà il y a ça forcément parce qu'il vient de ce background là, mais il y a aussi le fait que ses déplacements rendent c'est vraiment c'est un espèce de brouillard en fait, c'est avant-arrière certes, latéraux également, il met énormément de feintes et d'incertitudes. Cadrer et mettre au sol Conor, c'est vraiment pas aussi facile que ça D'ailleurs, en a vous l'air. pouvez voir le combat Khabib Nurmagomedov Conor McGregor. Quand McGregor est frais, le premier round, Khabib a dû énormément travailler pour y arriver. Ouais, et puis et en plus, ça fait une belle transition. Une fois au sol, dans les premiers rounds, on pourra dire ce qu'on veut. Enfin, le premier. Hein. Oui, bon après évidemment, mais le premier, Oui. mais c'est déjà énorme parce que c'est simplement le premier, c'est mieux que tous les autres adversaires de Khabib. Exactement. En fait. Parce que donc dans ce fameux premier round de Conor McGregor contre Khabib, Conor a nullifié totalement les avancées de Khabib en fait. Et on peut dire ce qu'on veut, personne n'a réussi à le faire avant lui. Donc c'est quand même ça dénote d'une vraie connaissance mine de rien du grappling. Et puis il y a aussi les magnifiques renversements contre Nate Diaz. Il y a pas mal de moments, et c'est ce que disait Gilbert Burns, il y a pas mal de moments où c'est très bref, mais et c'est-à-dire que ce qu'il fait c'est très rapide, donc on ne voit pas beaucoup de grappling comme de contre Conor. Nate Diaz, oui. Ouais, voilà. Mais même si on a dit le roi Rust. Non, c'est parfait. Non, mais c'est vrai. Oui. Franchement, pour le combat contre Nate Diaz, oui, c'est exactement ça. C'est très bref, mais en fait, voilà. Et donc, c'est pas moi du tout, c'est Gilbert Burns, mais qui disait, même si c'est très très bref, c'est comment dire, ça dénote forcément d'une véritable maîtrise, connaissance et science de l'art du grappling. C'est-à-dire que pour faire un renversement à Nate Diaz,
Perso, j'y arrive pas. Enfin, il faut vraiment. Anthony Pettis non plus n'y arrive pas. Mais c'est extrêmement compliqué. Donc c'est-à-dire que oui, c'est des tout petits moments, mais pour y arriver, enfin c'est comme quelqu'un qui mettrait, tu sais, je sais pas, qui arriverait à faire en striking un superbe, on lui lance un crochet, il arrive à faire une superbe esquive, il trouve un nouvel angle à la Lomachenko, il place petit uppercut et petit crochet et il repart comme ça avec un petit mouvement de tête au cas où. Alors ça peut durer genre 1 seconde, mais tu vas pas faire ça par hasard. Enfin, ça n'existe pas en fait. Grappling, c'est pareil, voire même en grappling, t'as encore moins cette notion de tu peux toucher. Non, même en striking, la chance, ça existe pas beaucoup. Mais en tout cas, grappling, c'est des échecs, il y a 0 notion de chance. Mais donc voilà. Donc tout ça pour dire effectivement que ne sous-estimons pas non plus le grappling de McGregor. Lorsqu'il s'est fait soumettre par Nate Diaz et par Khabib, c'était parce que probablement aussi il était tellement, alors pour le coup il était grillé, enfin il était complètement cramé. Il y avait encore plus la case panique cochée contre Nate Diaz que contre Khabib. C'est ça. Et donc ça aurait pu très bien être la fin debout aussi en fait. C'est-à-dire qu'il est juste fini. Donc oui, c'était au sol que ça s'est passé et qu'il s'est fait soumettre, mais ça aurait très bien pu être debout, il était juste mort. Donc c'est pas quelque chose en tout cas lorsque Conor est frais, parce que de toute façon lorsqu'il est fatigué, tout est possible. Mais lorsqu'il est frais, c'est pas quelque chose sur lequel tu peux aller genre en toute confiance en fait. C'est c'est pas aussi facile de le mettre au sol. Et de le finir une fois là-bas, et en tout cas de passer sa garde, regardez le combat là pour le coup, Chad Mendes contre Conor McGregor, parce que Chad Mendes l'a mis au sol, a travaillé au sol, oui. Et McGregor a fini par se relever et d'ailleurs c'est un des autres exemples trop fort qu'utilisait Gilbert Burns lors de cette tentative de guillotine. Guillotine. Et ben là c'est pareil, la défense de guillotine en faisant l'espèce d'alligator qu'a eu Conor McGregor à ce moment-là, c'est pareil, c'est pas un hasard et j'ai failli vomir. C'est pas un hasard, on a mangé une plâtrée de pâtes juste avant, un truc monstrueux. Et un poulet. Et un poulet, voilà, 2. Et mais donc voilà, c'est encore une fois, on accumule le plus de preuves possibles pour essayer d'étayer notre propos, mais pour dire que voilà, ça n'est pas aussi simple que Dustin Poirier est un black belt, une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, donc il est forcément bien meilleur que McGregor, donc il faut qu'il aille au sol pour gagner. C'est jamais des mathématiques comme ça, même en termes même entre ceintures noires, de toute façon c'est pas aussi simple, mais voilà, c'est exactement. Et puis surtout dans des combats de ce niveau-là, parce que là aussi c'est très important, et je le dis depuis le début de ce podcast, on n'a jamais vu quelqu'un faire quelque chose comme ça, surtout que là c'est vraiment ça implique dès le début du combat de mettre ça en place. Je pense que c'est pas vraiment quand vous avez des enjeux comme ça que vous allez vous dire je me transforme vraiment en full lutteur. Ouais. Donc c'est surtout avec un Conor McGregor qui vous attend directement. Maintenant les kicks de notre cher Dustin Poirier. Parce que c'est vrai ils les utilisent pas beaucoup. Contre Conor McGregor, ça avait fonctionné un tout petit peu. Et c'est vrai que pour Conor McGregor, c'est une arme qui, ces adversaires n'ont généralement, ceux qui peuvent le mettre en place ne les utilisent pas beaucoup, mais n'ont pas la latitude de les utiliser énormément, mais le peu qu'ils utilisent, ça fonctionne quand même. Mais là encore, j'ai un peu de mal à voir Dustin Poirier les utiliser. C'est vrai qu'il les utilise et on l'a vu souvent. Déjà contre McGregor, le premier combat, quoi qu'on en dise, il a déséquilibré, je crois que c'est 2 fois McGregor dans le combat. Alors je sais plus si c'était avec des internes ou externes, mais quoi qu'il en soit. Interne, je crois. Je crois aussi. Mais quoi qu'il en soit, et on n'est pas passé loin, je crois qu'on l'avait mentionné dans un podcast passé, mais d'une Douglas Lima versus Michael Venom Page. Tu mets un gros low kick des familles, et tu reviens ensuite avec l'uppercut. Eddie Alvarez aussi avait failli. Oui, c'est vrai. Donc, il a de la chance, cet Irlandais, quand même. Évidemment, ça n'est pas de la chance, mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même s'il n'a pas pris l'uppercut derrière, en tout cas, il a pris le low kick, et en tout cas, sa base était complètement, c'était Bambi savonnette direct, en fait. Et ça peut très bien le redevenir ici aussi. Mais là encore. Même si j'ai du mal à le voir parce que, par exemple, contre Gaethje, Dustin, lui aussi a mis des low kicks à un moment donné. Mais au bout d'un moment, et puis je sais pas, c'était... De ce que je me souviens, c'était pas une stratégie. J'ai l'impression qu'il a mis en place dès le début. Alors, quoique, tu vois, là, comme ça, on the fly et sur le moment, mais en fait, quoique, j'ai envie de dire... Sur le pouce. Là comme ça tout de suite, mais j'ai envie de dire si en fait ça peut très bien être une technique mise en place par Poirier, parce que ça pour le coup
même si effectivement Ouais, il c'est peut, hein. ouais c'est pas comme Edson Barbosa, tu vois, c'est pas un truc c'est pas une de ses armes principales qui met en C'est pas place son tout le pain temps, et son beurre. ouais, j'hésite à le dire encore. mais mais en revanche, étant un striker d'exception aussi de Dustin Poirier, c'est quelque chose, vous pouvez être sûr et certain, qu'il travaille à ATT quasiment tout le temps. Donc, à la différence, en revanche, de la lutte et du grappling, qui pourrait, là, c'est vrai que ce serait bizarre de le voir essayer de forcer là-dessus direct. Les kicks, il peut y aller. Parce que ça, il sait les faire. Il a le timing. Il peut le faire même à ce qu'il fait souvent. Et ça marche parfaitement bien. Et ça, auquel là, on tient déjà un truc pour Dustin Poirier qui pourrait marcher. C'est, à la fin de ses shifts ou à la fin de ses combinaisons en avançant, en rajoutant le plus possible de mouvements de tête et de buste pour pas se faire choper par un contre, rajouter le low kick qui va bien derrière. Et ça a marché contre Max Holloway, ça a marché contre Dan Hooker, ça a marché contre Gaethje. Et ça, alors, j'allais dire s'il le met en place de façon répétée. C'est là où c'est le problème. C'est que de façon répétée, face à un mec comme McGregor qui peut lire des patterns, qui peut lire ta manière d'avancer, c'est compliqué. Mais, au moins, il a des options. Motherfucker's got options. He's got options. Petite pause boisson. Petite pause boisson, my protein. On était presque. Bref. Reprenons, mon cher monsieur, mais je pense qu'on a quasiment fait le tour. Hein. Ouais, Parce que, mine de rien, au niveau du cardio, oui. Allez, dernier point, le mental, qui est, voilà, peut-être le point le plus... Moi, pour ma part, en tout cas, j'ai de très très gros doutes sur le mental de Dustin Poirier. Attention. Néanmoins, il faut dire ce que tu veux dire. Parce que, oui, exactement. Bah, déjà, regardez tous les autres podcasts où on parle de Dustin Poirier. Il a du cœur, il y a aucun problème. Et nous lui vouons un culte, hein, tout simplement, à ce cher Dustin. Little Dustin. Mais, pour ma part, moi, les deux plus gros combats de la carrière de Dustin Poirier, quand je dis deux plus gros combats de sa carrière, c'est où il y avait un côté un petit peu personnel, où il devait s'imposer obligatoirement, et que c'était pas juste un combat important. Quand je dis juste un combat important, c'est Eddie Alvarez, c'est Justin Gaethje. Les combats très importants pour moi, c'est le combat contre Conor McGregor, où c'était les deux prospects qui s'affrontaient, le premier mec qui lui rentrait dedans, il y avait le fameux face-off juste avant Cormier, Jones, où les deux se sont bastonnés. Enfin, l'UFC avait vraiment mis les petits plats dans les grands pour ce combat-là, parce qu'ils avaient conscience qu'ils tenaient la prochaine star chez les featherweight. Et, bien évidemment, de ce combat-là, bah, vous le savez maintenant, hein, il s'est fait mettre KO. Il y a le combat aussi contre Khabib Nurmagomedov, où là aussi, certes, il a eu de bons moments contre Khabib, mais moi, il m'a laissé énormément de regrets de Dustin Poirier. Et là, c'est pour ça aussi que le combat contre Conor McGregor, j'ai moi vraiment peur que malgré ce qu'il sait pertinemment, il n'utilise pas ces armes-là parce qu'il a envie de montrer, à McGregor que, ok, ça fait 6 piges que je me fais souiller par toute la planète avec ce cas. Mais c'est littéralement ça. 6 piges que le mec, chaque fois qu'il ouvre sa page Facebook, chaque fois qu'il ouvre sa page Instagram, il y a des commentaires qui pleuvent. Et là, depuis l'officialisation du combat, t'as toute l'Irlande qui est là tous les jours pour lui dire alors, tu viens de te réveiller, plus les commentaires de John Kavanagh en mode t'as beau avoir tous les psys, tu t'en remettras jamais. Et même lui on a pleinement conscience parce que McGregor a dit, je promets une masterpiece, je promets un chef-d'œuvre pour ce combat-là. Et de sa réponse, ça a été, il n'y a pas de peur chez l'underdog. Donc underdog, celui qui n'est pas favori, quoi. Ouais, le challenge, l'outsider. Remplacer mon anglais par bon, enfin bref, en gros, il y a pas de peur chez l'underdog. Le mec est deuxième, il sort d'un title shot, il a battu quasiment tous les mecs les plus effrayants de la catégorie. Aujourd'hui, sur papier, c'est même écrit, enfin, le titre du pay-per-view, c'est UFC 257, Poirier McGregor. Normalement, t'es pas underdog, en fait. Et il adopte déjà cette position-là. Donc certes, c'est des petits trucs, mais c'est des petits trucs qui font que, en fait, moi, je suis vraiment pas du tout confiant. Et je vais encore avoir ce côté un peu Dustin Poirier là qui, tu vois, on a beau se dire ça va être possible, on a beau se dire, il sait comme avec Khabib Nurmagomedov où il ne fallait surtout pas sortir de ce mini octogone. Il l'avait dit dans toutes les conférences de presse. Il en parlait avec son coach. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il a quasiment jamais été dans ce tout petit octogone. Même, non mais, tu vois, même si, même avant qu'il y ait ce côté, bon bah, effectivement là, physiquement, il est plus là, donc, je vais pas dire il y a toutes les excuses, mais pas comme le combat de Justin Gaethje contre Khabib Nurmagomedov où le premier round, Justin Gaethje fait ce qu'il peut et justement, il reste à l'intérieur de ce petit octogone. Dustin Poirier, dès le début du combat, c'était presque ah merde, il va se passer ce qui se passe à chaque fois. Et là, j'ai vraiment peur de ça à nouveau. Bah ouais, parce que c'est vrai qu'en fait, il faut vraiment, comme on l'a dit, mais on le répète, distinguer le fait qu'il a du cœur. Et ça, c'est jamais on lui enlèvera. Indéniable. Il est passé à ça de se faire finir contre Justin Gaethje. Ouais, il a même presque trop de cœur. Il est trop dur au mal. Mais là, c'est vrai que c'est pas vraiment le fait d'être dur au mal ou d'avoir du cœur, ce qu'il aura toujours et ce qu'il a toujours eu.
c'est le fait de un petit peu plier sous la pression des trop grands rendez-vous. Ou lorsque la pression est telle que il sait que, s'il gagne, c'est presque encore plus flippant que s'il perd, que là, ok, c'est bon, je reste dans mon truc, etc. Exactement. Et du coup, effectivement, moi aussi, j'ai cette peur, en vrai. Parce que même de ce que je vois, de ses messages et tout, bon. Oui, non, après, c'est vrai il que est fidèle à lui-même. Ouais. Mais d'habitude, il marque un peu son territoire, quand même. Regardez tout le combat l'avant-combat contre Max Holloway. Il était Dan là. Hooker, tu Oui, vois. même, oui. Quand Dan Hooker, il est en mode, clairement, en fait, mais c'est très étrange. C'est comme s'il savait que Dan Hooker, il est prenable, entre guillemets, et puis que, il n'y a pas toute cette machine derrière. Il y a pas la machine Dan Hooker. Tandis que quand tu te retrouves contre un Khabib ou contre un Conor, où grosso modo, t'as un pays et des dizaines de millions de gens motivés derrière eux, c'est flippant, en fait. C'est flippant parce que tu te dis, putain, l'événement prend une toute autre ampleur et c'est pas évident de négocier ça psychologiquement. Et on a l'impression qu'effectivement, il a du mal à le négocier. Quand il est dans sa zone de confort face à des mecs, entre guillemets, comme lui, c'est-à-dire des besogneux qui ont pas forcément un énorme following. Et, là, c'est parfait, là, c'est très bien, là, il est en confiance. On l'a vu avec Dan Hooker, le mec, il vient tête contre tête, il reste calme, il reste contre McGregor. C'est vrai que à l'époque, on sentait qu'il était énervé, on sentait qu'il était frustré. Il le disait lui-même, c'est le mec que je déteste le plus de tous ceux que j'ai combattus. En plus, il le dit en bégayant à moitié. Enfin, c'est horrible. Oui, c'est vrai. Mais voilà. Elle est terrible, la conférence de presse. Ouais, non, elle est dure. Parce que déjà, tu sens qu'il y a un truc qui est pris par McGregor. Il y a déjà du terrain qui est gagné, en fait. Et contre Khabib, c'est un peu pareil. J'ai l'impression que c'est comme si Dustin savait que Khabib, il est juste incassable. Et du coup, tu te dis, merde, en fait. Je suis face à un mec, de toute façon, je suis un corps pour lui, en fait. Je suis pas un adversaire, je suis un corps dont on va disposer. Et voilà. Il y en a pas beaucoup des gars comme ça. Il y a Conor, il y a Khabib, il y en a peut-être quelques-uns dans d'autres catégories. Mais voilà. Sauf que là, celui qui toque à la porte, c'est Conor de nouveau, quoi. Ouais. Et finalement, mais par contre, énorme motif d'espoir pour Dustin Poirier. Et c'est vrai que là, pour moi, c'est vraiment j'espère que ses coachs vont vraiment appuyer là-dessus. Et c'est peut-être plus simple que contre Khabib, c'est que ça, il y a ce côté, il faut tenir 5-10 minutes grand max. Et à partir du moment où vous avez passé ces minutes-là, Conor McGregor fait des erreurs. Et quand on dit fait des erreurs, c'est il va se laisser enfermer contre la cage. Les déplacements seront beaucoup moins laborieux. Laborieux. Exactement. Même en striking, beaucoup moins dangereux aussi. Il laisse beaucoup plus d'ouverture. Donc voilà, là ensuite, s'il arrive vraiment à tenir tout ça, ça pourra le faire. Nous, on avait parlé aussi, moi c'est là encore une fois, c'est pour ajouter un petit peu une petite pièce dans la machine McGregor, c'est le nouveau Conor McGregor qu'on a vu contre Donald Cerrone. Moi, ce que pas mal de gens qui ont des liens avec SBJ m'avaient dit, c'est que Conor McGregor s'était énormément entraîné en lutte depuis le combat contre Khabib Nurmagomedov, et c'est pour ça notamment qu'il avait pris au niveau des épaules et tout. Il y avait aussi ce côté welterweight où ça ajoutait en fait au fait que Conor McGregor, il était focus sur cette revanche contre Khabib et qu'il ne voulait plus avoir ce désavantage en termes de poids et qu'il est vraiment ce côté, Khabib pèse 92 kilos, moi je vais peut-être pas peser 92 kilos dans la vie de tous les jours, mais je vais être aussi quelqu'un qui est présent physiquement. Et contre Cerrone, au-delà de la présence physique avec un nouveau Conor McGregor, il y avait aussi ce côté là, pour le coup, vraiment une pression pas suffocante à la Khabib contre Gaethje où Rust avait senti jusque dans son âme. Ouais. Rendez-vous compte, pour pénétrer l'âme de Rust, bon courage. Faut s'appeler Khabib Nurmagomedov. Ouais. Et donc autant vous dire que c'était extrêmement compliqué. Et contre, oh là là, c'est que du thé vert. Mais bref, Conor McGregor contre Donald Cerrone, il y avait vraiment cette pression là qui était imposante et ce côté chasseur qu'il n'y avait pas auparavant. En tout cas, moi j'ai trouvé ça. Et contre Dustin Poirier, en tout cas. Là, pareil, ce sont toujours des photos, donc on aura aussi plus de réponses lors des conférences de presse et quand on verra Conor McGregor à nouveau. J'ai peur aussi que ce nouveau McGregor, qui est aussi pleinement conscience, en fait, de ses limites. C'est là aussi où, pour moi, c'est très très important et ça rejoint ça. On en avait bien évidemment déjà parlé. Mais là, aujourd'hui, Conor McGregor, il le sait. Il le sait qu'il ne faut pas dépasser le 3e round. Parce qu'après le 3e round, surtout contre des adversaires peu importe quasiment, j'ai envie de dire, contre n'importe qui, passer 3 rounds, il ne peut pas gagner. Ou c'est extrêmement compliqué pour lui. Donc là, maintenant, il est dans une stratégie, même s'il y a son McGregor face, il y a son programme machin, il fait plus d'interviews pour dire j'ai taffé le cardio, j'ai taffé machin, non. Il sait qu'il a 10 minutes max pour finir le combat. Et c'est ce qui le rend, pour moi, beaucoup plus dangereux. Et le combat contre Cerrone avait montré justement le côté où maintenant
bah c'est finalement dès la cloche, dès le début, il va venir te chercher et il va pas attendre non plus, tu vois. C'est vrai, mais même si d'un autre côté, en fait, je suis en train de me dire, même si c'est vrai, et clairement, vu l'approche qu'il a eue contre Cowboy Cerrone, après, je sais pas si on peut vraiment s'y fier, parce que lui-même a dit qu'il était tellement à cran, en gros, il a été à fond dès le début. Moi, c'est hors le n'importe quoi qu'il a fait. Ouais, mais parce qu'en fait, je me dis, après Nate Diaz 2, en fait, lors de son deuxième combat contre Nate Diaz, mine de rien, il a été beaucoup plus prudemment. Ouais. Il a quand même mis les knockdowns, ce qui est tellement flippant. C'est-à-dire que même quand il y va tranquille et qu'il y va en mode, bon, je mets les coups, mais quand même je reste à distance, je me force pas, il met quand même knockdown 2 fois en un round, tu vois. Mais encore une fois, c'est parce que il base pas ses offensives sur la force pure, il les base sur la précision et le timing. Et pourquoi? Parce que la précision bat la puissance et le timing bat la vitesse. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il a dit lui-même. Et mais du coup, en fait, maintenant, je sais pas comment est-ce qu'il va aborder Dustin Poirier. Probablement, comme tu l'as dit, je pense, parce qu'il sait que c'est comme Nate Diaz. Oui, c'est bien si tu peux, aller parce que contre Nate Diaz, il a duré les 5 rounds, mine de rien. Mais c'était chaud. Mais c'était très chaud. Et je pense qu'il sait que contre Nate Diaz, contre Poirier, ce sera très chaud aussi. Donc effectivement, même si j'aurais tendance à dire qu'il se connaît mieux, et je suis d'accord avec toi, mais que le fait qu'il se connaisse mieux, ça fait qu'il est peut-être plus économe, plus patient, plus méthodique et un peu plus réservé en termes de ses attaques, de son intensité et tout. Ah bah il y a beaucoup moins de spinning et tout, il est exactement plus à l'économie. Ouais, c'est ça, mais et encore une fois ça vient avec l'expérience, parce que c'est le cas aussi de Dustin Poirier, hein. Vous regardez les premiers combats de Dustin Poirier comparés à maintenant. On l'appelait Bugs Bunny à l'époque. Quoi? Non, parce que c'est vrai qu'il était beaucoup plus sautillant maintenant. Ah oui, Conor ou Dustin. Ouais, Dustin, en fait, au début de sa carrière, c'est pas vraiment qu'il faisait n'importe quoi, mais quand tu compares à ce qu'il fait aujourd'hui, c'était chaotique. Exactement. C'était beaucoup moins poli. C'était vraiment, il avançait avec le menton bien en l'air, avec des énormes battoirs. Enfin, vraiment, il était beaucoup moins méthodique, beaucoup moins rigoureux. Même la technique, évidemment, heureusement, était beaucoup moins bonne. Il avait un moins bon cardio. Tout était moins bon, et encore heureux, mais vraiment beaucoup moins bon. L'évolution au cours de la carrière de Dustin Poirier, elle est hallucinante. Le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Et d'ailleurs, c'est cool, parce que vraiment, perso, si j'avais vu un combat, parce qu'il avait quand même que 21 ans quand il arrive à l'UFC, Dustin Poirier. Lors du premier combat de Dustin Poirier, perso, si je le voyais maintenant et que je voyais un mec de 21 ans faire ce qu'il a fait à l'époque, je serais pas forcément très impressionné. Vraiment, je dois l'avouer. En revanche, quand tu vois ce qu'il est devenu, c'est vachement bon signe. C'est-à-dire que vraiment n'importe quel combattant qui effectivement est un peu talentueux, quand il arrive à l'UFC et qu'il n'est pas encore raffiné, ce qui est bien, c'est de se dire, ça veut rien dire comparé à ce qui pourra être à la fin de sa carrière. Mais voilà, c'est le cas aussi pour McGregor, qui est beaucoup plus économe. Il est beaucoup plus conscient il est bien meilleur, j'ai envie de dire, dans sa sélection de coups aussi. Et ça, c'est quand même flippant parce qu'il était déjà bien à la base. Et c'est ce qui fait que voilà, maintenant effectivement, je pense qu'il se connaît, donc il fera plus. Je pense pas qu'il fera la même erreur qu'il a fait contre Cowboy et qu'il a fait peut-être lors de ses premiers combats aussi contre Nate Diaz d'y aller à fond, etc. Il sera peut-être plus à l'économie, mais en revanche, même à l'économie, je suis d'accord qu'à mon avis, les premières minutes, ça va être à l'économie, mais c'est quand même le Concorde qui t'arrive dessus, mais à l'économie en fait. C'est-à-dire que il va quand même venir à pleine vitesse sur ses coups, il va quand même venir pleine précision et timing parfait, mais c'est simplement qu'il va pas nécessairement se jeter ou vouloir finir à tout prix quitte à faire des erreurs. Exactement. Et là, ça fait un bout de temps déjà qu'on y est. Hein. Ça fait un bout de temps. Dernier point, mon cher Ross, parce que c'est important. En fait, oui, c'est aussi pour ça. Je dis ça maintenant, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont partis. Mais on est exhaustif pour ces vidéos-là, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui soit vont regarder uniquement cette vidéo-là, ou soit vont nous découvrir par cette vidéo-là. Donc, ça, à la différence des podcasts habituels où on se permet des calembours qui vont un petit peu sous la ceinture, ou quelques références plus ou moins flinguées. Là, voilà, on reste digne. Non, mais non, là, pour ça, on essaie de vraiment couvrir tout le terrain, parce que c'est vrai que les gens nous découvrent assez régulièrement grâce à Conor McGregor ou Khabib Nurmagomedov, enfin, les stars de ce sport. Ouais. Donc, pour finir, dernier point, Rust. On en avait parlé juste avant le podcast. C'était peut-être, justement, qu'il allait avoir une ouverture pour Conor McGregor pour son premier KO au ventre. Enfin, au corps, pardon, au ventre. C'est quoi ce terme non technique? C'est parce que j'ai eu belly. Je sais pas pourquoi j'ai eu belly dans la tête. KO au ventre. Au corps. Au ventre. Tu rends le sport tellement sale. Au nombril. Au nombril. Allez. Bah oui, parce que, en fait, c'est vrai que c'est là où,
quand on voit, tout à l'heure, on a maté pas mal de combats de Dustin, et puis c'est vrai que, Ce qui a pris plus de temps que regarder les combats de Conor McGregor. bah, mine de rien, c'est forcément. Mais c'est vrai qu'un truc qui nous a assez marqué, c'est, on sait que Conor, il est capable de faire à peu près tout, en fait, en termes de striking. Et qu'il va choisir ce qu'il faut. Lorsqu'on parle de sélection de coups, c'est aussi dans le game plan et dans la manière d'aborder le combat. Et il est très bon par rapport à ça. Il va choisir, des front kicks qui creusent contre Chad Mendes. Il va choisir, Eddie Alvarez, bah, tout le monde. Ouais, à peu près tout le monde, mais en particulier contre Chad Mendes, où là, il y allait vraiment parce qu'il savait que Chad Mendes n'avait pas eu beaucoup de temps pour se préparer. 15 jours. Contre Dennis Siver, il va mettre des petits, des high kicks, parce qu'il sait que Dennis Siver a tendance à se baisser d'un seul côté, ce qui est aussi le cas de Cowboy, et c'est pour ça qu'il a mis aussi le high kick contre Cowboy. Donc, il est très bon dans sa sélection de coups, et sur le moment, et en game plan. Et il est capable de mettre tous les coups à peu près. C'est comme Anderson Silva, en fait. Et là, c'est vrai qu'il apparaît que forcément, presque forcément, j'ai envie de dire, Dustin va vraiment faire attention à ce qui va se passer au niveau mâchoire, tempe et derrière l'oreille. C'est-à-dire ce qui peut te mettre KO au niveau du visage, du crâne. Donc il y a des chances effectivement qu'il soit vraiment concentré sur sa garde haute. Et du coup, ça laisse forcément des boulevards d'ouverture au niveau des côtes, au niveau du haut du corps, mais en gros des parties basses, quoi. C'est-à-dire les côtes flottantes, le foie, le plexus, etc. Et vous pouvez être sûr que, alors c'est vrai que c'est peut-être un peu différent au niveau des KO à la tête et des KO au corps, parce que c'est vrai que les KO au corps, il y a quand même une notion de puissance qui est plus importante et plus prégnante pour les KO à la tête. Parce que c'est vrai que les KO à la tête, il suffit de pas le voir venir. Alors c'est un peu aussi vrai pour les KO au corps, mais les KO à la tête, tu peux vraiment, si la personne ne voit pas venir le coup, alors là, la probabilité de KO, elle augmente, mais c'est drastique, tu vois. Oui, c'est ce que je voulais ajouter aussi, pardon. Oui. Petite parenthèse. C'est vrai que Dustin Poirier, toutes les guerres dans lesquelles il a été ces derniers temps, à chaque fois, il voyait aussi les coups arriver. Ah bah bien sûr, Et parce qu'en face de lui, il avait des combattants qui eux-mêmes étaient des combattants d'attrition, qui font un travail de sape, etc. Mais c'était important de le dire. Parce que c'est vrai que je pense qu'il y a des gens qui vont dire, mais Justin Gaethje frappe très fort, frappe très fort aussi. Et c'est vrai que c'était toute la différence entre Conor et Michael Johnson par rapport à aux derniers adversaires de Dustin. C'est que il y a la précision, le timing et le fait que tu ne vois pas venir le coup en fait, qui fait que t'es KO. Et tandis que pour les coups au corps, il y a un peu plus une notion effectivement. Alors tu peux surprendre la personne, mais là pour creuser et pour aller chercher le foie, il faut vraiment y aller. Mais en fait, il y a pas de problème. Je pense qu'il peut le faire aussi, Conor. Il y a aucun souci. Donc c'est pour ça que je vois bien aussi potentiellement, si jamais l'ouverture ne se trouve pas au niveau du visage, un énorme liver shot, un bon crochet au foie de la part de McGregor. Je pense que c'est largement possible et faisable, d'autant plus que, Dustin étant southpaw, le côté offert, c'est le côté où il y a le foie. Donc, ouais, c'est ça. Jambe droite devant, faut la main gauche pour aller chercher le foie. Oui, c'est ça. Voilà. Affaire à suivre, réponse le 23 janvier prochain. Sous le soleil d'Abu Dhabi. Malibu. Et la Fight Thailand pour la... C'est Abu Dhabi ou Dubaï? C'est Abu Dhabi. J'ai quelqu'un, du coup, je mentionnerai pas, mais qui m'a soutenu mordicus que c'était Dubaï. Oui, je crois que je vois aussi la personne. Et oui, non, cette personne se trompe. Voilà, simplement. Cette personne se trompe, non, c'est Abu Dhabi. Ça a toujours été Abu Dhabi. Et c'est d'ailleurs l'émirat d'Abu Dhabi qui finance ça. Et les Émirats Arabes Unis, c'est un ensemble d'émirats comme les États-Unis tout simplement. Ouais. Et c'est historiquement l'émirat d'Abu Dhabi qui a des liens avec l'UFC. Voilà. La boucle est bouclée. Donc, la boucle d'Abi. C'est bon. Non, mais il fallait bien en faire une pour la fin. Applaudissements. Personne n'est là, je pense. Oui. Donc, on est juste. Là, on peut jouer avec les coussins, y a pas de problème. Et on peut. Non, bref, big shout out à Venom, moins 10% sur tout Venom avec le code de la sueur. Regardez cette magnifique boucle. Oh, mais c'est de la buée. Oh là là. C'est de la buée et des gouttes de sueur derrière. Oh là 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 là. Magnifique. Franchement, on a une équipe. Et big shout out à MyProtein, moins 38% sur tout MyProtein avec le code la sueur. Et puis le La Sueur Store pour les fringues La Sueur. À très très vite pour de nouvelles aventures, Rust. Ouais, grave.